Nous sommes tous, je crois que vous êtes tous surpris par ce qui vient de se passer en Syrie. En moins d'une semaine, je dis bien en 10 jours, on peut dire en 10 jours, il a fallu 10 jours pour renverser un régime qui dirige la Syrie depuis 4 décennies. On pensait que Bachar al-Assad était tiré d'affaire. On pensait que le régime syrien avait gagné la guerre civile qui avait commencé depuis 2011. L'Iran n'a pas pu protéger Bachar al-Assad et la Russie n'a pas pu protéger Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Des sources rapportent qu'il a pris la fuite 24 heures avant la chute de Damas ce matin, le 8 décembre 2024. Est-ce qu'il est parti à Moscou? Est-ce qu'il est parti à Téhéran? D'autres sources disent que son avion a été abattu, qu'il serait mort. Le régime de Bachar al-Assad ne valait rien. Clairement, aujourd'hui, nous avons la preuve que Bachar al-Assad n'était que le vassal de l'Iran et de la Russie. Et pour nous, les Algériens et les Algériens, un constat aujourd'hui s'impose. C'est qu'après la chute du régime syrien et de Bachar al-Assad, les planificateurs du démantèlement du régime syrien pourraient bien, malheureusement, et c'est ça le danger pour l'Algérie, s'intéresser au cas de l'Algérie. Aujourd'hui, l'armée syrienne ne s'est pas battue pour protéger l'Assad. Les services de sécurité syriens ont été divisés. Pourquoi je vais mourir pour un président? Alors bonjour tout le monde, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Dans ces 24 heures, il y a eu des développements très importants dans la situation et sur le terrain en Syrie, au Proche-Orient. Donc voilà, le régime syrien est officiellement tombé. Donc le président Bachar al-Assad, son sort est complètement inconnu, incertain en ce moment. Donc des sources et des spéculations disent qu'il a quitté le pays, qu'il n'est plus là. Donc regardons ensemble d'abord la vidéo, puis on va discuter après. Je pense que vous attendez tous une intervention sur ce sujet historique aujourd'hui, le 8 décembre 2024. Je perds un peu mon latin parce que nous sommes tous, je crois que vous êtes tous surpris par ce qui vient de se passer en Syrie. En moins d'une semaine, je dis bien en 10 jours, on peut dire en 10 jours, depuis le 27 novembre 2024 jusqu'à ce 8 décembre 2024, entre le 27 novembre et le 8 décembre, il a fallu 10 jours pour renverser un régime qui dirige la Syrie depuis 4 décennies. 4 décennies quand même. Bachar al-Assad ou Bahba Hafid al-Assad, ils sont au pouvoir depuis les années 70. Bachar al-Assad est au pouvoir depuis le 17 juillet 2000. Son père, Hafid al-Assad, il est au pouvoir, si je me trompe, Hafiz al-Assad, il est au pouvoir, depuis 1971. C'est un régime qui a été avec le parti basse syrien. Depuis 1971, la Syrie, elle est dominée, dirigée, gouvernée par le clan familial d'Al-Assad. Et la minorité alawite et le parti basse, le parti syrien basse, qui est l'équivalent de Ba'ath, le parti Ba'ath, Hizb al-Ba'ath في العراق, Hizb al-Ba'ath في سوريا, ce parti nationaliste, pana-arabe, ouvertement laïque, très proche du socialisme, pas du communisme en soi, mais du socialisme. C'est une première dans le monde arabe où un régime tombe très facilement. En une dizaine de jours, on a vu avec l'Égypte, la Libye, la Tunisie de Ben Ali, il y a eu quand même plusieurs semaines de protestations. Là, nous avons eu une offensive militaire qui a nécessité uniquement 10 jours. Alors, les dernières informations qui nous parviennent de Damas sont affolantes. Je dis bien affolante, pourquoi? Parce que maintenant, quel est l'avenir de la Syrie? On pensait que Bachar al-Assad était tiré d'affaire. On pensait que le régime syrien avait gagné la guerre civile qui avait commencé depuis 2011. On pensait que Bachar al-Assad, même si la Syrie était entièrement ravagée, je rappelle que jusqu'au 27 novembre 2024, le régime de Bachar al-Assad contrôlait jusqu'à 70% du territoire syrien. En 10 jours, il perd l'ensemble du territoire et clairement, ce que nous avons vu, ce qui est étonnant, c'est que les forces armées syriennes étaient dépassées par cette rébellion qui était ultra armée, bien armée, donc le plan était bien préparé. La chef Hayat Tahrir al-Sham et ses alliés de l'armée syrienne libre ont été superbement bien armés. Ils ont des équipements militaires plus modernes que l'armée syrienne et là on voit les conséquences des financements du Qatar et de l'aide logistique et aussi militaire de la Turquie
qui sortent les deux grands gagnants, c'est les deux puissances régionales qui ont imposé, qui ont permis à la rébellion syrienne de renverser Bachar al-Assad. Donc c'est une offensive qui était en cours de préparation. Depuis même, selon les écrits, les documents des spécialistes de la région, les spécialistes et les experts du Moyen-Orient, notamment les spécialistes de la Syrie et les sources les plus proches de la rébellion syrienne, ça fait 14 mois qu'ils préparaient cette offensive. Le Qatar et la Turquie et la rébellion syrienne ont entamé un plan pour renverser Bachar al-Assad. Et la conséquence, on voit tous que la chute de Bachar al-Assad est la conséquence directe de l'affaiblissement de l'Iran, l'affaiblissement du Hezbollah, l'affaiblissement des factions armées pro-iraniennes. L'Iran n'a pas pu protéger Bachar al-Assad et la Russie n'a pas pu protéger Bachar al-Assad. La Russie qui est embourbée dans la guerre en Ukraine et qui a des difficultés économiques à financer son effort de guerre et à mobiliser tout son armement et son industrie militaire sur le front ukrainien où l'Ukraine elle est soutenue par l'Occident et les États-Unis d'Amérique. L'Iran clairement qui a essuyé beaucoup de défaites, les bombardements israéliens, les opérations de l'armée israélienne contre le Hezbollah et les partis pro-iraniens ou les alliés iraniens de l'Iran dans la région au Liban et même en Syrie durant pratiquement ces 14 ou 15 derniers mois ont porté un coup fatal au réseau de l'Iran en Iran et au Liban. Bachar al-Assad, il avait une armée, l'armée, clairement, ce qu'on voit, c'est l'armée syrienne ne s'est pas beaucoup battue. Pourquoi elle ne s'est pas battue? Parce que l'armée, rongée par la corruption, par le clanisme, par les divisions internes, et puis l'armée syrienne, elle a vu qu'elle avait en face d'elle une rébellion extrêmement bien armée, bien soutenue, donc plus personne ne voulait mourir pour le régime de Bachar al-Assad. Au-delà des paramètres de ce qui va se passer en Syrie, est-ce que la Syrie maintenant sera comme l'Irak, une sorte un pays qui sera instable pendant 5-4 ans, pour aboutir à quoi? Une sorte de fédéralisme. Les Kurdes vont avoir le nord, les chiites vont avoir une région du côté du Liban, les sunnites, qui va gouverner? Est-ce que la Syrie va devenir un émirat islamiste? Quelle sera la réaction des autres monarchies du Golfe comme l'Arabie Saoudite et les Émirats qui ne voient pas du tout d'un bon œil l'arrivée au pouvoir au Damas de milices islamistes soutenues par leur rival le Qatar et la Turquie? Quelle sera la réaction d'Israël et de l'Occident? C'est très tôt pour se prononcer sur ces événements à venir. Tout ce qu'on sait, Ajma, pour nous les Algériens et les Algériens, il y a une énorme leçon à tirer. Au-delà de la tchèque-tchouka géopolitique qui n'a pas encore fini de nous surprendre. C'est encore brûlant les événements. Bachar al-Assad, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Des sources rapportent qu'il a pris la fuite 24 heures avant la chute de Damas ce matin, le 8 décembre 2024. Est-ce qu'il est parti à Moscou? Est-ce qu'il est parti à Téhéran? D'autres sources disent que son avion a été abattu et qu'il serait mort. On va avoir toutes les informations au cours de la journée, c'est très tôt. Tout ce qu'on sait, 3 choses importantes. D'abord, la victoire israélienne contre l'Iran, elle est actée. Ses réseaux sont affaiblis et elle n'a pas la capacité de protéger ses alliés, ni le Hezbollah, ni Bachar al-Assad. Et la chute de Damas et du régime de Bachar al-Assad va permettre à Israël d'avoir une influence et une puissance importante dans la région. De deux, le régime de Bachar al-Assad ne valait rien. Clairement, aujourd'hui, nous avons la preuve que Bachar al-Assad n'était que le vassal de l'Iran et de la Russie. S'il n'y avait pas la protection de l'Iran et de la Russie en 2015 et en 2016, Bachar al-Assad aurait déjà perdu la guerre, il aurait déjà été dégagé depuis 2017-2016. C'est la Russie et l'Iran qui a permis de le protéger. La Russie n'est plus capable de protéger aussi ses alliés. La Russie, aujourd'hui, elle a d'autres priorités. Aujourd'hui, celles et ceux qui comptent, qui croient les Russes pourront défendre leurs alliés pour leurs beaux yeux, se trompent. Les Russes, ils ont d'autres intérêts. Ils préfèrent développer leur présence au Sahel, ils préfèrent développer leurs intérêts en Libye, ils préfèrent sécuriser leurs intérêts et sécuriser leurs arrières en Ukraine. Ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas investi sur le régime syrien, ils ne voient plus d'intérêt en Syrie. Hadou, les principales leçons qu'il faut tirer. Maintenant, ce qui va se passer, il va avoir la Syrie, c'est le miroir des mutations à venir du Proche-Orient et du monde arabe et musulman. Ce qui va se passer en Syrie Lyon va impacter tous les pays du Moyen-Orient, mais aussi les pays du Maghreb. Et pour nous, les Algériens et les Algériens, un constat aujourd'hui s'impose. C'est qu'après la chute du régime syrien et de Bachar al-Assad et le démantèlement à venir du parti Baas, Hizb al-Ba'ath,
c'est que le dernier régime, je dis bien le dernier régime nationaliste, antisémite et sécuritocrate, c'est l'Algérie. Le dernier régime dans la région du monde arabe et je dirais même du monde musulman. Je m'explique. Vous savez, qu'est-ce que c'est que la sécuritocratie? Deux chercheurs arabes, une syrienne, Basma Qodmani, qu'il faut lire, une grande politologue syrienne qui a eu des travaux sur qui a beaucoup écrit sur le régime syrien, sur les questions des dictatures dans le monde arabe, sur les problématiques du Proche-Orient. Il faut la lire. Il faut lire, Yashma. C'est très important de lire, surtout en ce moment où le monde est troublant, où il y a beaucoup de zones d'ombre, où il y a beaucoup de manipulations, où il y a beaucoup de complots. Il y a des puissances régionales et mondiales qui ne cessent de comploter, de manipuler des plans machiavéliques pour s'emparer, la partager, pour recoloniser. C'est une nouvelle colonisation à laquelle nous assistons, parce que les États souverains n'existent plus. Aujourd'hui, nous avons des puissances régionales et mondiales qui dégomment les pays qui leur résistent, qui divisent les pays, après l'Irak, la Syrie, la Libye, le Soudan, la division du Soudan. Nous sommes en train d'assister à une reconfiguration totale de la carte géographique de la région. Et là, je lance un appel aux dirigeants algériens. Il faut se remettre en cause et se poser les bonnes questions. Il y a des différences vitales entre l'Algérie et la Syrie. On en a parlé hier, mais il y a aussi des similitudes inquiétantes. La première similitude, c'est que le régime algérien, comme le régime syrien, était sécuritocrate. La sécuritocratie, c'est quoi? C'est un concept qui a été travaillé, inventé, développé par deux chercheurs arabes. Basma Qodmani, la syrienne, et le soudanais Haïdar Brahim. Les deux chercheurs, ils nous ont bien expliqué à travers des ouvrages et des analyses extrêmement pertinentes, dans certains pays arabes, les régimes dictatoriaux se justifient ou la construisent l'ensemble ou toute l'emprise qu'ils exercent sur le pays qu'à travers les services de sécurité. Les dictatures dans l'histoire ont toujours trouvé des moyens divers pour justifier leur légitimité. Les dictateurs, où ils imposent un modèle économique, souvent les dictateurs, ils disent, voilà, je crée de la richesse et je partage cette richesse avec la population, comme ça la population renonce à la démocratie et elle adhère à ma dictature, elle m'accepte que je reste au pouvoir le plus longtemps possible. C'est le cas du Parti communiste chinois, c'est le cas de Vladimir Poutine en Russie, c'est le cas d'Erdogan en Turquie, qui ont fait de la croissance économique et du développement économique le moyen pour étouffer les libertés publiques et individuelles et pour dire à leur population, renoncez aux libertés publiques individuelles et aux libertés démocratiques, vous aurez la richesse et la croissance économique et le développement économique, c'est plus important. Les dictateurs aussi, ils n'utilisent pas que la répression politique pour se justifier. Quelquefois, les dictateurs se légitiment ou restent longtemps au pouvoir parce que leur pays est confronté à des menaces extérieures, à des conflits au niveau de leurs voisins. Comme le cas de Poutine, il y a eu des conflits en Géorgie, en Tchétchénie, en Ukraine, comme le cas de l'Azerbaïdjan, avec la guerre avec l'Arménie pour récupérer des régions qui ont été annexées par l'Arménie dans l'histoire, comme le cas de la Turquie avec les problèmes du voisinage avec l'Irak et la Syrie et les mouvements séparatistes kurdes. Donc, il y a eu des dictateurs qui sont restés longtemps au pouvoir, des dictatures qui sont restées longtemps parce que leur pays était menacé par des conflits importants au niveau de leurs frontières ou là qu'ils étaient déjà en guerre contre leurs voisins ou là face à d'autres pays. Donc, la menace sécuritaire imposait à la population qu'elle se fédérait autour du dictateur ou là du régime dictatorial de leur pays. Ceci dit, les régimes dictatoriaux ont toujours aussi une partie de la population avec eux. Fait Cuba, la partie c'est une dictature, mais une bonne partie de la population cubaine, elle était castriste, elle est fidèle au clan de Castro. Parce que Castro a donné des avantages sociaux à Cuba, il n'y a pas eu que la misère et la pauvreté. Toujours le bilan économique construit la légitimité politique. Où la lutte contre la menace extérieure permet aux dictatures de durer longtemps au pouvoir. Mais dans les cas des pays arabes, comme la Syrie, comme avant l'Égypte, comme avant l'Égypte, la Libye de Kadhafi, comme le Yémen à un moment donné, comme l'Algérie aujourd'hui, c'est la sécuritocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bilan économique qui justifie la légitimité de cette dictature. Bilan économique catastrophique, on ne produit rien.
On est dépendant de l'étranger pour se nourrir, on est dépendant de l'étranger pour se vêtir, on n'a pas d'industrie locale, on n'a pas de croissance économique, en Algérie on a juste le pétrole et le gaz. Et l'emprise du pouvoir sur la population s'exerce à travers uniquement les services de sécurité. Les dictatures ont des appareils sécuritaires impressionnants. En Syrie, les services de renseignement syriens étaient parmi les meilleurs au monde. L'armée syrienne a été toujours parmi la plus disciplinée au monde. Le régime syrien n'est pas resté depuis 71 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 2024, par hasard. C'était, le parti Baas, par exemple, syrien, c'était 1 200 000 d'adhérents. Je ne sais pas si le FNL en Algérie, il a eu 1 200 000. On avait une sécuritocratie, je m'attends à la sécuritocratie. La société, elle est noyautée par les services sécuritaires. Tout le monde est suivi, tout le monde est mis sur écoute. Les services secrets sont présents partout, sont présents partout. La police politique, elle est présente partout. Et c'est les responsables des appareils sécuritaires qui contrôlent les postes politiques les plus importants, qui contrôlent les secteurs économiques les plus importants. Donc l'emprise, la sécuritocratie empêche toute contestation possible, toute révolution, tout renversement du pouvoir. Ça, c'est la grande similitude, mais le régime syrien et le régime algérien, qui sont inquiétants, parce qu'aujourd'hui, une fois que la Syrie a été Bachar al-Assad, tous les regards vont se tourner vers l'Algérie. Celles et ceux qui ont planifié le plan du démantèlement du régime syrien risqueraient, parce que je sais pas, c'est les puissances régionales et mondiales avait peut-être plus d'intérêt en Syrie, parce que la Syrie avait des frontières avec Israël, avait des frontières avec le Liban, elle est le cœur du Proche-Orient, elle est proche des monarchies du Golfe. L'Algérie n'a peut-être pas le même intérêt stratégique pour Israël et les autres puissances régionales, comme la Turquie ou les monarchies du Golfe. Mais ça reste le pays le plus vaste du continent africain, avec des réserves de gaz de schiste extrêmement importantes, porte de la Méditerranée, porte du continent africain. Donc les planificateurs du démantèlement du régime syrien pourrait bien, malheureusement, et c'est ça le danger pour l'Algérie, s'intéresser au cas de l'Algérie. Un pays ne peut rester uni, sauf s'il a du développement économique, quand il y a la justice sociale, quand il y a les libertés publiques et individuelles qui sont respectées. Aujourd'hui, l'armée syrienne ne s'est pas battue pour protéger l'Assad. Les services de sécurité syriens ont été divisés. Pourquoi je vais mourir pour un président? Ou lui il vit bien, il a son argent, il fait Moscou, il a fait Téhéran, Aïch la belle vie, je vais me battre pour lui. C'est ça, le régime s'est effondré parce que les piliers, il s'est construit sur des piliers qui sont faux. Bien sûr qu'il faut lutter contre Israël. Bien sûr qu'il faut demander la libération de la Palestine. Tu ne peux pas construire l'unité nationale sur la base de l'antisionisme. Tu ne peux pas garantir l'unité d'un pays sur la base du nationalisme. Si tu me dis je suis nationaliste, j'ai pas de pain, je peux pas de quoi manger, j'ai pas de quoi me loger, j'ai pas de quoi avoir une voiture, j'ai pas un bon salaire, je peux pas soigner mes enfants et ma famille, je peux pas bien éduquer mes enfants. Le nationalisme ne sert à rien. Ce n'est pas le nationalisme qui fait manger les peuples. Les peuples ont besoin de confort, ont besoin de croissance, ont besoin de dynamisme, ont besoin de justice sociale. Le régime syrien s'est effondré parce il s'appuyait sur des piliers qui relevaient du mythe. C'était pas de la réalité. Il n'avait rien de solide. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet, notamment puisqu'il s'agit d'un sujet très important, la chute du régime syrien après tant d'années. Donc je vous invite à discuter du sujet et des répercussions de ce qui se vient de se passer en Syrie sur le monde arabe et aussi sur les pays du Maghreb et notamment plus précisément sur l'Algérie. Vu que le régime algérien était quasiment le dernier allié de Bachar al-Assad et de son régime en Syrie, notamment aussi vu que l'Algérie appartient à cet axe oriental, disons d'une certaine manière, ou anti-occidental, vu que c'est surtout quand on parle de la Russie et de l'Iran plus précisément. Donc ce sont considérés des alliés traditionnels d'une certaine manière, surtout la Russie. Donc en ce qui concerne l'Algérie, bien effectivement. Donc l'Algérie est certainement dans une position qui est vraiment très 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 délicate en fait en ce moment parce que voilà
c'est juste le fait de voir comment Bachar al-Assad a été tellement surpris par cette attaque, cette offensive qui nous a tous surpris certainement. Non seulement par son caractère, son timing, mais aussi par son caractère complètement fort et 10 jours, une quinzaine de jours seulement pour qu'on puisse se débarrasser d'un dictateur qui a pris une vingtaine d'années au pouvoir et encore des années pour son père avant lui. Donc, c'est pas une monarchie, c'est pas un système qui, qui, qui permet un transfert de pouvoir de cette manière. Donc, c'est un système présidentiel, mais c'est un système dictatorial pur. Donc voilà, il faut savoir mettre les choses en perspective quand on voit que en Algérie, on a aussi un système qui va dans le même sens. Donc Abdo a vraiment expliqué, pas besoin que je m'attarde encore sur les points de ressemblance entre l'Algérie et la Syrie, mais ça a été déjà bien expliqué. Ce qui est plus important, c'est de savoir maintenant comment ça va être. Est-ce que il y a deux choix hein, vraiment. Ou bien foncer directement comme si rien n'était et continuer dans la même manière. Et là, il y aura encore plus de dangers sur le système algérien, de point de vue géopolitique mondial. Hein. Et- mais si l'Algérie fait réfléchit un petit peu et se met en cause, bon, les dirigeants se mettent en cause un petit peu et réfléchissent à ce qui se passe et comment changer un petit peu le discours, complètement changer de chanson et changer de discours et changer toute la stratégie en fait. Il faut ouvrir l'économie du pays, il faut se doter d'une économie déjà et de développement et il faut ouvrir le pays totalement et sur tous les secteurs. Hein. Il faut ouvrir le champ politique, il faut moins de répression, plus de participation et surtout c'est un système qui a du mal à changer et qu'il faut vraiment, il a besoin de travailler beaucoup pour pouvoir changer et pour pouvoir garder une certaine légitimité ou se créer une nouvelle légitimité si c'est même possible ou si c'est même envisageable. Hein. Donc voilà, l'Algérie a des choix très difficiles à faire mais qui sont nécessaires pour garantir sa sécurité et garantir un semblant de stabilité, quoi, comme il le faut. Hein. Donc voilà. Je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo et espérons que du bien pour nos voisins et pour le monde arabe et pour les Syriens eux-mêmes. Espérons qu'il y ait une transition vers le mieux et vers une transition vers une démocratie ou au moins une stabilité politique peu probable, mais espérons, pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Hein. Il y a aussi une lueur d'espoir à chaque fois qu'un dictateur fait sa chute. Il y a toujours un espoir, même minime, mais qui existe pour un avenir meilleur. Donc c'est ce qu'on espère pour nos frères syriens et aussi pour les Algériens aussi, hein, pourquoi pas qu'ils puissent faire une transition politique, d'autant plus pardon, qu'il le faut maintenant, qu'il le faut vraiment maintenant. Et voilà. Donc merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.